présenter Centrale Énergie. Alors, pour ma part, Damien Ambroise, je suis consultant senior au sein du cabinet Wavestone. Je suis également centralien de Lyon. Donc, il y a une quinzaine d'années, vous avez une petite bande de passionnés de l'énergie et du climat qui a décidé de créer cette association Centrale Énergie, qui regroupe les 5 écoles centrales autour de ces thématiques. Donc, on organise des conférences à peu près une fois par mois. On fait juste une pause pendant l'été. On a également une newsletter qui paraît tous les 2 mois. Donc, je vous inviterai à vous connecter, à vous inscrire sur notre site internet si jamais vous avez envie d'une part de recevoir cette newsletter avec des articles sur l'énergie et le climat et puis surtout pour être au courant des prochaines conférences. Donc aujourd'hui, on va parler mobilité électrique. Alors, il se trouve, le hasard du calendrier fait que c'était déjà la thématique du mois de juin dernier, mais alors là, on va en parler différemment. Aujourd'hui, on va parler innovation. On parle énormément de sujets de coûts lorsqu'on parle de véhicules électriques et du passage aux véhicules thermiques, mais on a aussi envie de parler d'expérience utilisateur, de services, de technologies qui permettent de passer précisément à l'électrique. Notamment, on en parlait avec différents acteurs, on a cette problématique de recharge qui est radicalement différente entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. On a de nouveaux acteurs qui apparaissent, notamment le distributeur d'électricité qui est représenté par Régis. Donc justement, ce soir, pour en parler, 3 intervenants. Didier Deruet, qui est expert écosystème véhicule électrique au sein de Renault, également responsable du Smart EV Lab, dont on parlera lui-même tout à l'heure. À l'origine diplômé des mines de Douai, Didier a essentiellement une expérience en termes de conception de batteries pour véhicules électriques et aujourd'hui, il pilote ce Smart EV Lab, un laboratoire de pleine innovation autour de l'écosystème véhicule électrique. Il pourra nous parler plus en détail de son poste. Également Régis Ledrezen, responsable études, innovation et développement au sein du pôle mobilité électrique d'Enedis. Régis a été le directeur territorial d'Enedis en Vendée, responsable de l'innovation et du développement au pôle mobilité électrique, distributeur d'électricité qu'on ne présente plus dans ce public. Et enfin, Cécile Goubet, qui est la déléguée générale de l'Aver France, spécialisée dans les politiques de transition énergétique et mobilité électrique, ainsi que des stratégies d'innovation en entreprise liées à ces enjeux-là. Je vais demander à chacun de vous présenter. Cécile, tu es, comme je le disais, déléguée générale de l'Aver. On va fonctionner à l'envers. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'Aver, son mode de fonctionnement et son objectif? Hop. Donc, c'est vraiment pas optimal. Bonsoir à tous. Je suis navrée, mais du coup, je suis sur mon téléphone. J'espère que vous m'entendez à peu près correctement. Je ne désespère pas de voir mon ordinateur se remettre en route à un moment pour faciliter les échanges et notamment le son. Donc, l'Aver France, c'est une association professionnelle qui existe maintenant depuis plus de 40 ans. Et qui a pour objectif de lever les freins au développement de la mobilité électrique et de promouvoir la mobilité électrique au sens large. Donc on a un statut un peu particulier dans le sens où on a maintenant plus de 200 membres qui sont de tous les horizons et qui couvrent la totalité une grande partie de l'écosystème de la mobilité électrique qui s'agrandit d'année en année. Donc on a aussi bien des membres qui sont issus de la sphère publique que de la sphère privée et du coup nos membres comptent aussi le gestionnaire de réseau, Renault, enfin de très nombreux constructeurs, toute la partie énergie, la partie recharge, les villes et territoires. Pas mal de cabinets de conseil aussi, qui nous permettent en fait d'avoir vraiment tout le monde autour de la table pour pouvoir discuter des freins et construire des propositions ensemble. On a aussi une activité de communication et de promotion de la mobilité électrique via la diffusion de chiffres clés avec typiquement nos baromètres. Nous faisons également des livrables maintenant depuis 2 ans en propre. Donc, le premier a été un livre blanc sur le smart charging. On a également travaillé avec Wavestone sur un livre blanc sur la convergence entre le photovoltaïque et la mobilité électrique et des choses beaucoup plus pratiques, typiquement guide copropriété, guide pour les bus électriques. Et nous sommes également par ailleurs
à l'initiative et les pilotes du programme Advenir qui finance des points de recharge et qui également propose un dispositif de formation à destination des professionnels de l'immobilier, des acteurs locaux et du grand public. Voilà. Super, merci Cécile. Alors Didier, moi je ne vous demanderai pas de présenter Renault, je pense que je ne vous ferai pas cet affront. En revanche, vous êtes à la tête du Smart EV Lab et également expert écosystème électrique véhicule chez Renault. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, effectivement. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, j'ai entre guillemets deux casquettes. J'ai une casquette que je vais appeler officielle. Donc, je suis expert écosystème EV au sein de la direction de l'innovation de Renault, où je mets à profit en fait mes bientôt 15 ans d'expérience dans les véhicules électriques, puisque j'ai fait partie des pionniers dans le cadre de ces développements au sein de Renault, et activité qui m'a permis de croiser à plusieurs reprises Cécile et d'échanger plusieurs fois avec Régis. J'ai une autre casquette, donc effectivement, qui celle-là est entre guillemets pas officielle, je vais l'appeler plutôt passionnelle. Effectivement, c'est l'animation du Smart EV Lab. Alors, la raison d'être de ce lab, elle est un peu particulière. Il a 5 ans, hein, donc il n'est pas tout jeune non plus. C'est qu'avec l'arrivée du véhicule électrique, on a eu une remise en cause de plein de manières de faire historiques, je dirais, des vendeurs de voitures, hein, on va dire ça comme ça. La rupture n'a pas été que technologique, il a fallu aussi considérer nos manières de vendre, comment on convainc un client qu'il est VE compatible, comment on répond à tout ce qui peut circuler en termes de fake news et autres, comment on peut financer l'achat d'un véhicule électrique avec, par exemple, les dispositifs de location de batterie qu'on a pu mettre au début. Il y a aussi des changements, je dirais, ou des potentialités sur les manières de conduire. Un EV est plutôt fun to drive, mais on introduit des notions de freinage récupératif, donc des fonctions nouvelles. On peut en inventer plein d'autres. On peut aussi revoir toutes les méthodes de navigation, par exemple trouver des bornes de recharge. Il y a plein de manières de faire le plein qui sont totalement nouvelles. Les solutions de recharge, il y en a plein, et les services connectés qui vont avec. On peut surfer sur le fait qu'effectivement les véhicules électriques soient les premiers véhicules qui aient été connectés depuis l'origine, hein. On peut connecter sa voiture, mais aussi se connecter à d'autres univers, la maison, les réseaux électriques, par exemple. On a tendance à adorer les Linky au Smart EV Lab. Et puis, il y a aussi toutes les manières d'entretenir, de préserver, d'assister, de dépanner qui sont remises en cause. Voilà. Donc, l'IVI, en fait, nous a offert d'énormes opportunités de créativité. Et en fait, c'est pour combler une partie de cet espace de créativité qu'on a créé le Smart EV Lab. C'est un incubateur, un développeur d'idées nouvelles pour améliorer l'expérience des utilisateurs de véhicules électriques depuis l'achat jusqu'à quasiment la fin de vie et le recyclage. Régis, je te donne la parole. Je ne te ferai pas non plus l'affront de te demander de présenter Enedis, hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de nouveau chez Enedis, c'est que vous vous intéressez à la mobilité. Je pense qu'il y a 20 ans, ça aurait sans doute paru un petit peu étrange. Pourtant, c'est le cas puisque depuis quelques années, vous avez un pôle mobilité électrique. Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi de ce pôle, ce qui a mené Enedis à le créer et le rôle que tu joues là-dedans? Ok, bonjour à tous et puis bien entendu bonjour à Didier et Cécile avec qui effectivement on collabore beaucoup. Alors je commencerai mon propos introductif par dire qu'effectivement il y a quelques années discuter avec un constructeur automobile comme Renault ou d'autres, pour nous c'était totalement inconnu. Le sujet de la mobilité pour amener à ce que le DSO fait, il faut commencer par dire ce qu'il ne fait pas. Nous sommes dans un monde qui est régulé, alors même que les activités nouvelles autour de l'immobilité pouvaient laisser penser que finalement de nouveaux business allaient se créer, y compris pour le distributeur d'électricité français. Ce n'est pas le cas et le DSO Enedis ne déploiera pas de bornes d'infrastructure, n'exploitera pas de bornes d'infrastructure. Néanmoins, on est un des acteurs clés et on veut jouer ce rôle, en tout cas, dans le déploiement de la mobilité électrique. En ce sens, il est très simple. C'est que les bornes de recharge qui seront ouvertes au public vont être raccordées au réseau public de distribution. Et donc, vous comprenez bien que pour connecter ces bornes, il y a des travaux et de la maîtrise d'ouvrage qui est réalisée par Enedis. Donc, tous ces projets, ces grands projets dont on parlera tout à l'heure, nous occupent au quotidien, depuis la recharge qu'on va qualifier de quotidienne dans les centres-villes, jusqu'à la recharge de la mobilité longue distance le long des autoroutes. Et puis, vous le savez aussi, 80% de la recharge ne se passera pas
sur des infrastructures ouvertes au public, mais se réalisera à domicile. Et donc, vous allez dire, finalement, Enedis, sur 80% du projet de e-mobility n'est pas présent. Et détrompez-vous, puisque même si les bornes de recharge ne sont pas connectés au réseau de distribution, les électrons qui viendront transiter dans ces bornes pour recharger les véhicules électriques proviendront du réseau. Et donc, c'est le deuxième grand métier qui nous occupe dans la partie e-mobility, c'est d'être capable de prévoir les infrastructures de distribution. En d'autres termes, c'est est-ce que le réseau électrique sera capable d'acheminer cette électricité pour les millions de véhicules électriques. Donc, tout l'enjeu pour nous est d'être capable d'accompagner l'intégralité de l'écosystème et de tous les acteurs. On n'est pas dans un monde concurrentiel, on reste bien sur un cœur business de distribution d'électricité, tout en ayant cet écosystème autour de nous. Alors là-dedans, évidemment, plein de nouvelles activités. On parlera tout à l'heure des freins et des innovations. Mais moi, ma mission au sein de ce pôle de mobilité électrique, elle est très simple. On a deux grands sujets qui vont nous occuper. C'est la préparation de l'avenir sur le véhicule électrique. Et donc là, on travaille notamment en lien beaucoup avec le Smart EV Lab dont parlait Didier tout à l'heure. C'est voir comment les nouvelles technologies des véhicules et des bornes s'inséreront harmonieusement dans le réseau, tout en prévoyant aussi ce déploiement avec les productions d'énergie renouvelable qui vont elles aussi se connecter sur le réseau. C'est donc un pan de l'activité, c'est ce qu'on va travailler sur la préparation de l'avenir. Et puis le deuxième pan de notre activité, c'est industrialiser au niveau des régions ces infrastructures. Et donc c'est la deuxième petite équipe qui, au sein du pôle mobilité électrique, s'occupe de faire le relais entre ce qu'on prépare, on va dire, au niveau central parisien et ce qu'on va déployer en mode industriel dans les régions. Merci Régis. En tout cas, vous verrez que vous avez pu voir que le choix des intervenants n'avait pas été fait au hasard. On a bien pris 3 personnes qui travaillent très souvent ensemble. Cette fois, je vais me tourner vers Didier, parce qu'évidemment, Renault est tout de même l'acteur en première ligne quand il s'agit de vendre un véhicule électrique entre Cécile et Régis. Ils sont plutôt un petit peu derrière. Donc, est-ce que on peut commencer? Des supports, des soutiens. Support indispensable. Et donc, je me tourne vers toi pour entamer les hostilités sur la vision de Renault et surtout la vôtre sur les différents freins qui sont rencontrés lorsque il faut passer à l'électrique, notamment auprès des utilisateurs qui sont habitués à avoir du thermique. Et évidemment, derrière, la question qui est sous-jacente, c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer pour pouvoir lever ces différents freins? Alors, pour répondre à cette question, il y a un truc très intéressant, c'est de regarder déjà un peu l'histoire. Parce que du véhicule électrique, ça fait effectivement 10 ans qu'on en commercialise et il s'est passé pas mal de choses, notamment en termes de freins. Quand on veut parler de freins, en fait, il faut parler de clients. Et nos clients, ils sont multiples. Et je vais déjà résumer au moins en 2 catégories. Et la première catégorie, ceux avec lesquels on a commencé l'aventure, c'était plutôt ce qu'on appelle des early adopters. On en avait en fait de 2 catégories. On avait soit des technophiles, je dirais ceux prêts à essayer tout ce qui est nouveau. Leur raison d'être, c'est d'être les premiers, de tester par eux-mêmes, même si c'est plus cher, moins performant, avec des compromis. C'est vraiment l'attrait de la nouveauté qui faisait gérer la valeur du produit. Voilà. Et ce n'était pas complètement faux. Enfin, en 2012, quand on roulait avec une Zoé dans Paris, tout le monde se retournait vers vous, les enfants montraient la voiture du doigt, les scooters vous posaient des questions au feu rouge, enfin, vous étiez la star comme si vous rouliez dans une supercar. Donc il y avait vraiment aussi cet effet-là au début de l'introduction du véhicule électrique. La deuxième population, un peu différente, c'est plutôt une population, je veux dire, de personnes avec des convictions écologiques engagées, qui étaient prêtes à faire des compromis sur ces commodités d'usage, des compromis sur des aspects économiques, pour une solution plus respectueuse de l'environnement. C'est-à-dire que le gain écologique du VE avait pour eux une valeur supérieure aux inconvénients que pouvait présenter le véhicule électrique par rapport à d'autres véhicules. Et c'est ces premiers clients qui ont accepté, je dirais, les premiers freins économiques et de tester une technologie inconnue, c'est vraiment eux qui sont devenus nos ambassadeurs. Et ce n'était pas que des particuliers. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des entreprises comme justement La Poste ou Enedis EDF qui ont été les premiers à nous acheter des Kangoo électriques. Et on les avait quasiment conçus pour eux. En même temps qu'on a introduit ces véhicules, nous, notre travail était de montrer justement que c'était possible
d'accord, que l'on pouvait avoir une vie en véhicule électrique et que ce n'était pas un renoncement infini. Pour ça, on a levé des premiers freins qu'on a un peu oubliés, et c'est tant mieux. Le premier frein qu'on a levé, qui était vraiment un business killer, c'était tout ce qui touchait à la sécurité, plus particulièrement les risques liés aux incendies et liés au comportement des véhicules pendant le crash. Voilà. C'était une période, on ne se souvient pas non plus, hein, mais dès qu'il y avait un véhicule électrique qui brûlait quelque part, un peu de chance pour nous, c'était plutôt des Tesla, vous aviez des infos au journal de 20 heures. Voilà, c'était automatique. Voilà. Il y a des milliers de voitures qui brûlent partout dans le monde tous les jours, la plupart du temps pour des incendies volontaires, mais dès que vous aviez un véhicule électrique qui brûlait quelque part, vous aviez un info. Bon, on n'a pas eu de problème de sécurité, et je peux vous dire que pour m'être occupé des batteries, ce n'était pas le fruit du hasard. Voilà, ça a vraiment été, dès le début, une contrainte de conception claire pour lever ce frein-là. On a eu un frein qu'on a levé, je dirais, pas totalement sans le faire exprès, qui était le plaisir du conduite. Au début, les clients pensaient que passer à l'électrique, c'était renoncer au plaisir de conduite. C'était le caddie de golf. Voilà. Bon, ils ont tous eu l'agréable surprise d'essayer des véhicules électriques et de constater que c'était très loin d'être là. Et on peut aussi, alors, cette fois-ci dans l'autre sens, dire merci à Tesla d'avoir montré que ces véhicules avaient des performances qui, je dirais, n'avaient rien à envier aux véhicules thermiques. Et le troisième domaine, qui est toujours un domaine un peu compliqué, c'est tout ce qu'on a dû faire autour des freins sur la communication environnementale. L'environnement, ça fait toujours l'objet de polémiques, le plus souvent plus passionnel que rationnel. Un objet industriel, il nécessite des ressources minérales, il nécessite de l'énergie, donc quoi qu'il soit, il aura un impact environnemental supérieur à zéro. Voilà. Les produits verts, ça n'existe pas, ils sont juste moins noirs ou idéalement compatibles avec les limites que notre planète peut endurer, voilà, durable. Pour le VE, il y a des gains qui sont indiscutables. Les émissions polluantes, il n'y a clairement pas de pot d'échappement. Alors, il reste des particules de frein et des particules de pneus, mais il n'y a plus rien qui sort d'un pot d'échappement. Ça, c'est indiscutable. Le bruit, je rappelle pour l'anecdote, on est obligé de rajouter des avertisseurs sonores sur les véhicules électriques, faire en sorte que les voitures fassent du bruit pour protéger les piétons. Et pour les autres domaines, réchauffement climatique, épuisement des ressources, biodiversité, donc nos EV ont fait l'objet dès l'origine, dès 2012, d'analyse de cycle de vie. C'était la première fois qu'on déployait vraiment ces démarches chez nous, public, avec comité de relecture, avis d'experts indépendants, et même des représentants de la fois d'ONG qui n'étaient pas totalement, je dirais, automobile friendly. Voilà. Et donc, aussi ces freins-là, il a fallu pour les lever qu'on fasse de l'innovation dans nos processus, rendre public des analyses de cycle de vie. Cette première génération d'IVI, elle a aussi montré les axes à travailler, pour passer du « c'est possible » à « c'est crédible » et accéder à un public plus large. Ça, c'était clairement l'autonomie. C'était le mécanisme de recharge, qui est en fait le plus gros changement quand vous passez à un véhicule électrique. Oui, vous n'allez plus à la station-service, ça personne s'en plaint, mais vous devez installer une pompe à essence chez vous et la charge va durer sensiblement pas mal de temps. Et puis le troisième volet qui restait à travailler, c'est l'équation économique. Le VE est subventionné depuis l'origine et il a un modèle économique qui est encore un peu atypique, difficile à expliquer, puisqu'il est cher à l'achat, entre guillemets, vous payez la batterie, mais économique à l'usage. C'est un peu comme si vous deviez acheter en une seule fois une voiture thermique et les 50 carburants qui vont avec. Voilà, donc c'est certes moins cher à l'usage, mais il faut commencer par dépenser plus, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, cette transition, on l'a accompagnée d'un point de vue effectivement technologique en augmentant les autonomies des véhicules électriques. La Zoé, 2013, 200 km, 2017, 400, 2019, si on était resté sur le même type, on annoncerait 500. Ce qui rend tout à fait compatible avec tous les usages de quotidien et je dirais tous les usages week-end. Il ne reste plus que vraiment les trajets longue distance qui restent encore un sujet compliqué. On a travaillé toutes les solutions de recharge possibles. Je vous rappelle qu'un véhicule électrique est capable de supporter tout type de solution, depuis la prise classique, la prise standard avec 2 kW, jusque des bornes ultra rapides, et avec tous les services qui vont avec, l'itinérance, Co. Et puis, tout ça s'est fait, je dirais, sans dégrader l'équation économique, même si on reste subventionné, puisque toutes ces améliorations de performance sont faites à isoprix. Pour info, l'évolution dans le temps a aussi levé un autre frein qui était une source de crainte, qui était la durabilité des EV en général, et plus particulièrement les batteries. Avec l'expérience des téléphones portables, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui croyait qu'une batterie tiendrait plus de 10 ans. On peut vous dire qu'elles tiennent plus de 10 ans et on n'a pas fini de les utiliser sur nos zones. Voilà.
Et cette démonstration de la durabilité, c'est aussi très important parce qu'en plus d'être une bonne nouvelle pour la planète, ça permet aussi d'envisager d'autres marchés très importants pour nous, qui sont les marchés de l'occasion, d'accord, et d'être crédible sur le marché de l'occasion et de la revente dans ce domaine-là, et qui offre aussi de l'accès au plus grand nombre. Alors, il nous reste des freins, on n'a pas terminé. Il faut passer du crédible à, je dirais, pour tous. Voilà, et c'est le plus dur qui reste à faire. Convaincre monsieur et madame, appelons-les tout le monde, c'est-à-dire des utilisateurs pour lesquels l'avantage de la technologie ou l'avantage écologique, ce n'est pas un argument de vente à lui seul. D'accord ? Ils cherchent des solutions adaptées à leurs besoins, pratiques, économiques et sans compromis. Et c'est ça qu'il nous reste à faire. Et c'est la voie que Renault a prise, parce que dans notre plan stratégique, on a une position très claire pour Renault. 9 Renault sur 10 à l'horizon 2030 seront des voitures électriques. Il nous reste donc à rendre l'accès à la recharge plus facile, mais je pense que Cécile en parlera bien mieux que moi. Il nous reste à baisser les prix et aussi, d'une certaine manière, faire accepter des compromis. On ne fera pas des véhicules électriques de la taille de gros SUV avec des batteries de 200 kWh capables de faire plus de 1000 km et accessibles à tous. Pourquoi ? Parce que les technologies ne nous permettent pas de faire cela, que ce soit de manière durable, c'est-à-dire écologique et économique. Et puis, il ne faudra pas oublier de faire des produits qui font rêver, parce que de refaire de l'automobile un objet de passion et pas un objet de contrainte. Et pour ça, comptez sur nous. Merci Didier. Alors cette fois, je vais me tourner vers Cécile. Alors Cécile, c'est vrai que je ne t'avais même pas prévenu, mais je t'avais fait un petit cadeau empoisonné, puisque en tant que délégué général de l'AVER France, autant Régis porte la parole d'Enedis, Didier porte celle de Renault. Toi, finalement, tu as une visibilité beaucoup plus large, puisque tu travailles avec l'intégralité de l'écosystème, puisque ton travail est de les fédérer. Donc, est-ce que, toi, quelle est ta position sur les différents freins que tu peux observer? C'est-à-dire que vous aviez travaillé sur une étude il y a quelque temps. Est-ce que tu peux nous partager ta position là-dessus et sur ce qui freine aujourd'hui le passage à l'électrique? Merci Damien. Donc effectivement, je souscris à tout ce que Didier a pu expliquer, en plus avec cet historique. Globalement, les freins aujourd'hui qui demeurent sont effectivement la question de l'autonomie quand même malgré tout, mais qui est extrêmement liée à la question de l'anxiété liée à l'accessibilité de la recharge et donc à la fois à la question du maillage du territoire en termes de points de recharge accessibles au public. La capacité à pouvoir installer un point de recharge dans les bâtiments collectifs, que ce soit copropriété ou bâtiments de bureau, et enfin la qualité de service. Ça, ce sont vraiment les trois grands points aujourd'hui qui sont en cours de traitement. On a effectivement mené, on est très content parce que je pense que ça a donné lieu à de nouvelles idées, mais on a fait une étude auprès des utilisateurs de véhicules électriques à la rentrée dernière, donc en septembre 2020, qui du coup a été dupliquée dans plusieurs pays européens, portée par European Climate Foundation. Donc on va avoir de premiers résultats, je pense, d'ici la fin de l'année. Nous, ce qu'on avait vu en France, finalement, c'est que c'était assez étonnant, d'après Ipsos, avec qui on a fait l'étude, puisqu'en fait, on a un taux de satisfaction au niveau du véhicule électrique qui est extrêmement conséquent. Enfin, c'est assez rare dans des sondages d'avoir des avis aussi tranchés. Donc, avec 96% de satisfaction des utilisateurs au niveau de leur véhicule, plus de 75% de très satisfaits. Donc, c'est vraiment un élément à noter. Mais le résultat était proportionnellement inverse sur l'expérience recharge. Principalement lié en fait à des problèmes de qualité de service ou de disponibilité de la recharge, typiquement en itinérance. Donc sur la qualité de service, le principal point que nous on note au niveau AVER, c'est que finalement les premiers déploiements, grands déploiements d'envergure en fait ont eu lieu avant les cadrages réglementaires liés au décret de janvier 2017 qui impose l'interopérabilité, paiement à l'acte, supervision qui permet aussi de réparer les points de recharge quand ils sont en panne, typiquement, déjà de savoir qu'ils sont en panne. Et du coup, on a
un historique qui est un petit peu compliqué à gérer, qui est que finalement, cette première vague de déploiement liée au PIA de l'ADEME, qui était absolument cruciale au moment où ça a été fait, pour une grande partie, ces points de recharge ne sont pas du tout raccord avec ce qu'on attend aujourd'hui en termes de qualité de service, puisque à cette époque-là, les déploiements ont été faits avec cette notion d'un véhicule électrique pour un usage local. Et en fait, le marché s'est accéléré extrêmement vite avec des véhicules qui ont gagné en autonomie, qui sont, de par la diversité des modèles aujourd'hui proposés, capables de complètement remplacer. Je suis désolée si vous entendez des bruits derrière, je suis chez moi, donc les enfants. Et du coup, on a cette problématique-là à régler. On accompagne avec le programme Advenir la modernisation de ces points de recharge-là pour avoir les bonnes prises, la supervision, l'interopérabilité, les compteurs MID aussi qui permettront à terme de facturer au kilowattheure. Mais c'est un travail qui est assez long. En parallèle, on a énormément travaillé à la question des autoroutes, aussi bien en termes de dimensionnement des enveloppes de financement. Donc, pour ce faire, on a mené une étude dans le cadre d'Advenir où Weston a été missionné pour mener l'étude et qui a servi en fait à dimensionner à la fois les aides dans le cadre du programme Advenir pour les grands axes routiers et à la fois dimensionner les aides dans le cadre du plan de relance pour les autoroutes sur le réseau concédé qu'on ne pouvait pas financer avec Advenir. Donc ça, c'était sur le volet financement. Et ce qu'on a fait aussi, et c'est honnêtement une grande victoire, et je tiens à remercier le constructeur qui est là, mais on a eu beaucoup de soutien d'autres constructeurs et Enedis aussi. Ça faisait depuis 2018 qu'on demandait en fait à ce qu'il y ait une séparation dans les procédures d'attribution des marchés sur les autoroutes entre le raccordement et la mise en concurrence pour l'activité recharge. On a eu beaucoup de mal à se faire entendre, mais je pense que l'avancement de l'objectif des 100 000 points de recharge à fin 2021, en sachant pertinemment qu'il était complètement inaccessible, a permis de mettre notamment ce sujet-là sur la table, puisque ça permet de gagner en fait 1 an sur les procédures. Et on voit aujourd'hui que ça bouge vraiment très très fort au niveau des autoroutes, ce qui va nous permettre de régler cette problématique d'anxiété liée à l'accès à la recharge lors des grands déplacements sur autoroute. Et après, on a encore, même si on a réussi à énormément améliorer le droit à la prise, la question des infra collectives, etc., on a encore beaucoup de travail au niveau des copropriétés et notamment auprès des syndics de copropriété qui font l'objet d'un plan d'action en ce moment au niveau de l'AVER. Voilà. Et pour terminer le tour de table, je me tourne cette fois vers Régis. Alors, Régis, c'est vrai que tu l'avais mentionné, acteur un petit peu particulier, Enedis, c'est tout nouveau pour vous. Donc, c'est sûr que voir comment déployer un véhicule, un machin qui bouge, pour des personnes qui gèrent plutôt des infrastructures, c'est quelque chose de complètement nouveau. Est-ce que tu peux nous partager les freins qui sont plutôt vus côté distributeur, les points sur lesquels vous avez plus sollicité, notamment peut-être pour lesquels Cécile t'appelle le plus? Ok, et effectivement, je vais focuser sur quelques freins et quelques propositions de valeur, alors qu'on qualifiera d'innovantes, même si elles n'ont pas attrait à de la technologie. On pourra parler des technologies après. Alors nous, les freins, évidemment, on n'a pas le recul nécessaire en termes d'infrastructure par rapport à ce qu'a dit Didier, malgré que la flotte d'Enedis commence à s'électrifier et elle a commencé il y a maintenant une petite dizaine d'années. Alors, trois freins sur lesquels je vais vous donner des innovations qu'on va qualifier d'innovation, en tout cas chez nous, et de propositions de valeur. La première, c'est ce dont a parlé Cécile sur la mobilité longue distance. Pour nous, il y a des procédures qui sont des procédures techniques et des procédures réglementaires auxquelles Enedis doit se conformer. Quand il s'agit d'une procédure technique de modification d'un type de raccordement, et je ne parlerai pas technique, eh ben, si tant est qu'on imagine que tous les acteurs pensent que modifier une procédure de raccordement est intéressante, alors Enedis peut modifier
ces documents techniques de référence. Quand il s'agit de bypasser des procédures réglementaires et notamment avoir les différentes autorisations, on respecte évidemment tous les textes de loi et les projets, pour nous, commencent au moment où l'intégralité des documents, des autorisations d'urbanisme, du porteur de projet et donc de la première quittance arrive en complétude chez nous pour démarrer les travaux. Pour la mobilité longue distance et le fameux 100 000 points de charge à 2021, on a imaginé avec des sociétés concessionnaires des autoroutes de faire un peu différemment. Et ce, en fait, un petit peu comme on l'a dit tout à l'heure avec Didier, où on ne discutait pas avec les sociétés autoroutières, on s'est dit si on attend d'attribuer les sites aux opérateurs, alors jamais on ne sera au rendez-vous du 1er janvier 2023 pour équiper l'intégralité des aires d'autoroutes françaises, à peu près 400, un petit peu moins, avec des puissances. Je rappelle les puissances qui sont dans les textes de loi, elles sont de 650 kW. Donc c'était conséquent, pour nous c'est des gros travaux. Et du coup, on s'est dit qu'on allait paralléliser ces travaux, et même si on n'avait pas encore le choix du dernier attributaire, de celui qui allait exploiter les chargeurs, eh ben, on allait commencer les procédures de travaux. Et donc, du coup, ça nous permettra d'être au rendez-vous, au moins pour l'infrastructure, au 1er janvier 2023, ce qui n'était pas une mince affaire en termes de proposition de valeur qui était capable d'apporter Enedis. Donc ça, c'est une proposition et un frein qu'on lève clairement pour la mobilité longue distance. Alors après, il reste la mobilité quotidienne et tous les Français qui, habitant dans les villes ou dans les banlieues, n'ont pas la possibilité de se recharger à domicile parce qu'ils n'ont pas, par exemple, de garage. Je parlerai du résidentiel collectif juste après. Et donc, c'est un frein aussi au déploiement de la mobilité électrique. Et en ça, les schémas directeurs des infrastructures de recharge vont venir aider à un déploiement qu'on va espérer harmonieux dans les villes. Pour cela, deux nouveautés pour toutes les collectivités qui s'inscriront dans un schéma directeur de déploiement des infrastructures, alors elles bénéficieront d'un taux de raccordement qui sera privilégié. Donc en principe, pour faire très clair, quand un client demande un raccordement à Enedis, il paye 60% et 40% du prix du raccordement est intégré dans le tarif de réseau qu'on retrouve dans l'assiette des 35 millions de clients français, sur 30% de sa facture. Pour la mobilité quotidienne, on s'est dit qu'on voulait pousser un peu plus fort ce déploiement d'infrastructures et donc on a poussé un taux de remise qu'on appelle une réfaction au niveau des porteurs de projet à 75%. Donc le client ne paiera plus que 25%, le réseau en portant une charge de 75%. Donc ça, c'était un premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans le décret, on a travaillé avec les instances ministérielles pour que Enedis soit positionné comme un acteur clé. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'un des grands sujets d'Enedis, c'est évidemment de raccorder, mais aussi de planifier le réseau. Pour planifier le réseau, on a dû développer des algorithmes. Alors, ils sont sûrement très faux, mais en tout cas, ils nous permettent de projeter sur le territoire, ville par ville, un taux d'équipement de véhicules électriques à un pas d'horizon 2025, 2030, 2035. Ce qui nous permet de quantifier le montant en volume de la recharge et donc ainsi d'imaginer le nombre de bornes nécessaires ouvertes au public à partir du moment où, à côté de cela, on a fait nos études pour connaître le parc résidentiel qui permet de se recharger. Et donc, dans les schémas directeurs qui sont réalisés par les collectivités, on accompagne les collectivités pour réaliser l'état des lieux et le diagnostic. Tout à l'heure, on parlait de la qualité de service, donc de l'offre qui est actuellement utilisée. On propose des trajectoires de scénarios et du coup, on est capable d'estimer un nombre de bornes. On a des capacités aussi à donner la capacité restante du réseau électrique pour que les... Allô? Oui, vous m'entendez? Accident de micro. Ah, ok, d'accord. On a la capacité aussi, du coup, de mettre à disposition des collectivités des outils informatiques qui permettent d'optimiser le choix d'implantation
des infrastructures. Et en ça va accélérer le déploiement des infrastructures pour la mobilité quotidienne, la collectivité, se faisant aider ensuite par des cabinets privés pour réaliser ce déploiement. Donc ça, c'est le deuxième élément sur lequel on a inscrit dans la loi, ce qui n'était pas gagné, que finalement Enedis avait une valeur ajoutée pour accélérer ce déploiement. Et puis le troisième objet dont je vais parler, pas des moindres, c'est finalement la recharge à domicile. J'en ai parlé tout à l'heure, et cette fois-ci, je vais parler de la recharge à domicile dans le résidentiel collectif. Cécile en a parlé. On a beaucoup travaillé avec les acteurs de l'écosystème et la filière pour finalement imaginer tout type de propositions qui pourraient faire en sorte que cette infrastructure de recharge se déploie aussi dans les copropriétés. Et en ça, pour faire très très simple, on a proposé un système de déploiement d'un câble électrique, de réseau électrique, le long de l'intégralité des garages d'une collectivité. Je m'explique. Aujourd'hui, pour alimenter les appartements dans une résidence, on a Enedis qui déploie une colonne verticale, un gros câble électrique qui dessert chaque appartement. Et ça, c'est du réseau public de distribution. Et donc, on a imaginé techniquement de pouvoir proposer, comme les acteurs privés, un système de réseau public qui était étiré au niveau des garages, donc en colonne horizontale. Ça, c'était une première innovation, donc amener du réseau électrique le long des garages. Et la deuxième innovation qui a aussi été inscrite dans la loi climat et résilience de cet été, c'est que finalement, la problématique, elle est le reste à charge pour les copropriétaires et notamment tout le système de vote des AG. Et bien, on a trouvé un stratagème dont il reste à définir quelques éléments financiers dans la promulgation du décret pour voir finalement quel serait le reste à charge au niveau des copropriétaires. Parce que ce qu'il faut voir dans cet amendement qui a été passé cet été, c'est que pour la colonne horizontale et donc l'infrastructure partagée, tout l'investissement et le préfinancement est réalisé soit par un acteur privé si c'est une colonne privée, soit par le distributeur et donc par Enedis si c'est une colonne en réseau public. Charge ensuite, à chaque fois qu'un propriétaire ou qu'un colocataire voudra venir installer une borne, de venir se connecter sur cette infrastructure, à faire la demande de raccordement, auquel cas une quote-part sera demandée au porteur de projet. Donc, j'ai parlé de trois innovations qui finalement sont des intégrations et des modifications de lois et ou de procédures qui pour nous étaient nouvelles. Évidemment, reste après toutes les freins et les innovations sur les technologies. Et pour nous, un des éléments qui sera fondamental sur les 10 prochaines années, c'est d'imaginer et de regarder le déploiement de la production photovoltaïque avec la recharge qui est capable d'être déplacée de ces millions de véhicules électriques et on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les trois. Là, je note que dans toutes les questions toutes les remarques que vous avez faites, finalement, il y a quand même quelque chose qui ressort beaucoup, c'est évidemment la recharge. Ça, c'est un mot que vous avez tous les trois prononcé. Je rebondis sur ce que disait Cécile sur le droit à la prise, qui faisait écho aussi à une bonne partie de la présentation de Régis, y compris dans son introduction, sur le fait que finalement, la majorité de la recharge ne se fera pas sur voie publique, dans une zone publique. Et alors autant, c'est vrai qu'on voit bien qu'on va se recharger chez soi, c'est une très grosse différence par rapport à, comme disait Didier, aux véhicules thermiques où on n'a pas une pompe à essence chez soi au sens littéral. En revanche, les prises électriques, ça, on en a partout. Et alors, se brancher chez soi dans son garage quand on a une maison individuelle et rajouter une borne de 3,7 ou 7 kW, on n'imagine pas trop mal. Il faut penser à appeler Régis pour pouvoir augmenter son abonnement, puisque quand on se rajoute 7 kW d'un coup, en général, ça ne passe plus. Par contre, dès qu'on parle en résidentiel collectif, Régis en a déjà pas mal parlé, on est quand même sur une autre histoire où on se retrouve à devoir jouer avec le syndic, avec les autres copropriétaires. On en reparle
On reparlait avec Régis sur un réseau privé, donc le distributeur a une place un peu plus délicate. Donc, je conseille par me tourner vers Cécile, hein, parce que c'est toi qui avais parlé de droit à la prise. En plus, il me semble que vous avez sorti une étude il n'y a pas très très longtemps sur le sujet. Donc, alors tu as déjà commencé à parler de l'aspect réglementaire, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu souhaites revenir pour nous donner un peu plus ta vision sur le sujet? Puis c'est vrai qu'au-delà de l'aspect réglementaire, il y a tout un tas d'autres contraintes un peu plus humaines et techniques qu'on rencontre. Est-ce que tu as une vision là-dessus? Du coup, oui, je vais essayer de résumer parce qu'on pourrait discuter pendant des heures du sujet. Il y a un aspect réglementaire qui est quand même aujourd'hui autrement plus favorable au déploiement des infras de recharge en copropriété qu'il y a quelques années. Et après, on a un problème, on va dire, de formation et de sensibilisation au niveau des professionnels de l'immobilier auxquels on a tous été confrontés. Au niveau réglementaire, on a réussi à obtenir des simplifications en fait, au niveau du droit à la prise individuelle en termes de délai et en termes de capacité à pouvoir faire les travaux, même s'il n'y a pas une AG dans les mois précédant l'installation, ils peuvent être présentés de façon a posteriori. En revanche, le droit à la prise individuelle est de moins en moins une solution au regard de l'évolution du marché. Et c'est pour ça que c'est pour cette raison en fait qu'on privilégie, on pousse beaucoup la question de l'analyse en fait de mettre en place des infrastructures collectives dans les copropriétés. Que ce soit avec un système installateur privé ou par l'extension du réseau public de distribution. Mais ce qu'on pousse, en fait, après, c'est aux copropriétés de choisir. Et effectivement, le guide copropriété dont tu parlais, Damien, a vraiment pour objectif d'éclairer les différentes parties prenantes en copropriété sur ce qu'il faut regarder de façon à faire le meilleur choix pour sa copropriété. En revanche, cette question d'avoir un équipement électrique, quel qu'il soit, mais qui permette derrière de pouvoir installer des points de recharge sous 3 semaines est absolument primordiale. Je peux vous donner un exemple dans la copropriété où j'étais juste avant, d'emménager là où je suis aujourd'hui. En 6 mois, il y a 32 bornes de recharge qui ont été installées. Voilà. Et dans la copropriété dans laquelle je suis aujourd'hui, qui n'a pas anticipé cette question des infrastructures de recharge, du coup, nous allons gentiment attendre quelques temps. Mais il y a déjà 8 personnes qui sont intéressées par la mise en place de points de recharge. Et en fait, c'est vraiment ça aujourd'hui. C'est que si on laisse les gens face à la seule possibilité de faire un droit individuel à la prise, ça pose des problèmes assez rapidement dans le temps. Et cela nécessite réellement d'avoir une vraie réflexion sur la mise en place d'une infrastructure collective. Aujourd'hui, on a vraiment tous les modèles possibles, que ce soit en termes d'acteurs, de financement ou même de modèles techniques. Il faut juste que cela puisse se faire. On voit aujourd'hui, et ça je l'ai vécu moi-même à la première AG de la copropriété dans laquelle je suis, on a un énorme besoin de pédagogie au niveau des professionnels de l'immobilier, puisque quand j'ai posé la question où est la résolution pour les infrastructures de recharge qui est obligatoire, la réponse que j'ai reçue a été « Ouh là là, les véhicules électriques, c'est compliqué, si tout le monde se charge en même temps, ça va tout faire exploser. » Bon, très bien. Et on a vraiment cette problématique-là aujourd'hui, c'est de réussir à apporter des informations très simples et un cadre, en tout cas, aux professionnels de l'immobilier, notamment aux syndics, et puis aussi après aux conseils syndicaux, de façon à ce qu'ils aient bien en tête les différents éléments et surtout ce à quoi ils vont avoir à faire face, parce que souvent on se retourne vers cette question on n'a qu'à faire un droit à la prise. Oui, sauf que qu'est-ce qui va se passer quand on va être 15-20 à faire des droits individuels à la prise? Donc, on est vraiment dans ce contexte-là aujourd'hui d'avoir cette nécessité de prise de conscience et qui commence, parce qu'on discute aussi beaucoup avec la FNAIM, avec l'UNIS, avec l'USH, enfin, avec CDC Habitat, enfin, avec vraiment beaucoup d'acteurs de l'habitat au sens large et qui commencent à comprendre un petit peu la vague qui est en train d'arriver et la nécessité de former
les équipes à ces questions-là. Je sais que Enedis est très présent aussi sur cette question-là. Il y a aussi de nombreux installateurs qui se mobilisent pour pouvoir prêcher la bonne parole. Tous ces éléments-là, c'est vrai qu'on les a réunis dans le guide CoPro qu'on va mettre à jour au fur et à mesure, puisqu'il y a encore eu des évolutions avec la loi climat-résilience que Régis pourra probablement détailler après. Mais vraiment, on a un énorme enjeu aujourd'hui de pédagogie. Au niveau réglementaire, on commence à être vraiment carré. On a des financements. Après, il faut réussir à bien faire passer l'information. C'est toi, je me tournais vers Didier, parce qu'il y a quelque chose que tu mentionnais, Cécile, moi je trouve intéressant de savoir que finalement, la batterie, le point de recharge sur une place de parking individuel et pas forcément le modèle, et qu'on se tournerait vers quelque chose de plutôt collectif. Est-ce que, du point de vue de Renault, c'est quelque chose que vous rejoignez? Parce que c'est vrai que lorsqu'on vend un véhicule électrique, derrière, j'imagine, tu pourras confirmer ou infirmer ce que je dis, mais on se doute bien qu'il y a un frein à lever sur le fait de pouvoir se recharger, notamment chez soi. Donc, est-ce que c'est quelque chose auquel réfléchit Renault d'accompagner ses clients vers les meilleures solutions possibles pour pouvoir se recharger? Je pense par exemple à Volkswagen qui a annoncé en janvier dernier un partenariat avec EDF pour pouvoir proposer le contrat d'électricité qui va avec. Qu'est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez chez Renault sur l'accompagnement, voire proposer clairement un package complet avec le véhicule électrique, la borne, voire avec le contrat de fourniture et, désolé Régis, la solution de comptage qui va avec. Bon, alors en fait, comme on savait qu'on avait cette conférence, on a fait une offre exceptionnelle, hein. Si vous allez sur le site de Renault, vous verrez qu'actuellement, on vend des Zoé avec la prise et son installation incluse. Alors, dépêchez-vous, c'est jusque la fin de ce mois. Non, plus sérieusement, même si l'offre dont je vous parlais est absolument vraie, voilà. Le fait est qu'on ne vend pas de véhicule électrique si le client n'a pas de solution de recharge. Voilà. Et il ne s'agit pas pour nous de lui mettre une wallbox dans le coffre. Ça ne marche pas. Il faut effectivement que cette solution de recharge elle soit installée, idéalement avant même la livraison de son véhicule. Donc ça, c'est pas si simple. Effectivement, le besoin d'installer la pompe à essence chez soi, il n'est pas neutre. Un EV, en fait, a une puissance de charge de l'ordre d'un point de raccordement de VE, on en a parlé tout à l'heure, 7 kW pour les bornes préconisées pour des recharges à domicile, pour des installations souvent entre 6 et 9. Donc en fait, pour mettre cette station-service, il va falloir modifier l'armoire électrique. Alors, mettre une ligne dédiée, toucher l'abonnement de quelques kilowatts. Et ça, c'est nouveau qu'un constructeur automobile ait à prendre en compte ce type de considération. D'un autre côté, on vous a dit, 2030, il n'y a pas de photo. 9 Renault sur 10 seront des EV, ça veut dire qu'il nous faut des solutions pour tous et partout. Alors, le partout, la maison individuelle, ça existe, c'est plutôt la partie facile. Les entreprises, c'est en général plus une question d'investissement, CAPEX, OPEX que de technique, et on a développé des services pour ça, historiquement une société qui s'appelait Elexent. Les logements collectifs, on en a beaucoup parlé, effectivement. Je pense que c'est très clairement work in progress, et y compris dans l'accompagnement que peuvent faire les constructeurs automobiles dans ce domaine-là. Et puis les voitures garées dans la rue, c'est plus des problèmes d'itinérance, enfin de densité de réseau et d'itinérance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une part de nos voitures qui dorment dans ces endroits-là. Alors, sur toutes ces solutions, ça veut dire effectivement conseil, être capable d'expliquer. Ce n'est pas toujours facile pour des vendeurs de voitures électriques classiques, surtout d'expliquer des infrastructures de recharge. Alors, je ne vous parle même pas du collectif. Voilà. Avoir des produits disponibles, badge Renault ou pas badge Renault, ça c'est un choix de business. Être capable d'accompagner sur l'installation, mais aussi tout ce qui est assistance, maintenance, dépannage. Alors, on y travaille plus particulièrement. On a créé une marque, ça a été annoncé, qui s'appelle Mobilize, qui justement, initialement s'occupait de solutions, je dirais plutôt pour professionnels, pour l'accompagner nos ventes de flotte, il n'y a pas de secret, et qui va étendre ces solutions aux particuliers. Voilà. On a aussi tous les services pour traiter l'itinérance. Depuis le début, on distribue des badges, on essaye de les unifier, qui permettent d'accéder aux recharges publiques, aux stations sur autoroute. Ça progresse, je dirais, le parc qu'on arrive à agréger avec un badge unique augmente, et ça aussi, ça fera partie des offres Mobilize. Voilà. C'est vraiment, je dirais, de toute façon, la roadmap et l'origine de la création de Mobilize. Mobilize, on a annoncé que ça ferait 20% du chiffre d'affaires de Renault à l'horizon 2035, si je ne dis pas de bêtises, et clairement avec des activités autres que la vente de voitures. Donc, dans les activités autres que la vente de voitures, on a les nouvelles mobilités, mais on a tout ce qui est autour des services énergétiques,
ce qui inclut la recharge et plus si besoin. Mais on n'en est pas encore à vendre de l'énergie. Je vais finir cette question sur Comdrive et Régis. Alors, toi, tu as déjà beaucoup parlé du fait des colonnes horizontales. Alors, j'imagine aussi que dans ce qui se cachait en partie derrière ce que tu nous expliquais tout à l'heure, se cache le démonstrateur bienvenu qui s'est terminé il y a quelques années. Là, on parle surtout du raccordement. Alors, je te laisserai revenir dessus si jamais tu souhaites en dire plus sur ce raccordement. Mais on peut se poser aussi la question du comptage, puisque tout ce qui se passe, toute cette électricité vendue, il va bien falloir la compter. Il va falloir aussi raccorder des bornes qui sont sur un réseau qui est privé, puisque officiellement, le réseau de distribution, il s'arrête avec les communs d'immeubles. Donc, lorsqu'on est sur un parking souterrain, ce n'est pas le réseau de distribution. Donc, ce qui veut dire que si jamais on a, par exemple, une borne qui a rajouté au niveau de ce parking, et que quelqu'un a envie d'avoir son contrat de fourniture d'électricité, notamment ce qui est demandé par la Commission européenne, et ce qui fait partie des envies de la CRE de rajouter de la concurrence, ce choix de faire de pouvoir promouvoir le fait de pouvoir choisir son contrat de fourniture d'électricité. Qu'est-ce que tu peux nous en parler de ce rôle d'Enedis? Alors à la fois sur raccordement, si tu souhaites revenir dessus, si tu penses que tu n'as pas dit tout à l'heure, et aussi sur cette place que peut prendre Enedis pour compter cette électricité et donc appuyer ces nouveaux contrats de fourniture. Effectivement, je ne reparlerai pas du raccordement, on en a beaucoup parlé et on pourrait y passer la soirée. Pour rebondir et pour faire assez vite sur la partie comptage, je repars du sujet du pilotage de la recharge finalement. Et je vais arriver, vous allez voir, je vais arriver au résidentiel collectif. En fait, tout l'objet dans le résidentiel collectif pour nous réseau, c'est que finalement, la recharge d'un colocataire puisse se faire de la même manière qu'on habite un appartement ou en maison individuelle. En maison individuelle, le pilotage de la recharge, il se passe plutôt bien, à savoir que la recharge est décalée globalement la nuit, au moment des heures creuses, ça tombe bien, l'électricité est moins chère, et du coup, le foisonnement entre les usages classiques, ce qu'on utilise la journée, et cette recharge du véhicule électrique, elle se passe plutôt bien, voire très bien. Donc, Didier en a parlé, une augmentation de puissance éventuelle, mais sinon, cette recharge, elle se passe bien. En l'occurrence, sur le résidentiel collectif, le pilotage de la recharge, c'est quelque chose de nouveau, en fonction du type d'infrastructure. Aujourd'hui, les règles d'ingénierie et de conception de réseau ne sont pas faites de telle manière que pour imaginer que la recharge d'un véhicule électrique qui se passerait en résidentiel collectif se fasse aussi la nuit, permettent sur le réseau d'avoir le même dimensionnement. C'est-à-dire que pour Enedis, il y a des travaux à réaliser pour pouvoir acheminer l'intégralité de cette recharge la nuit. Tout l'objet, c'est de se dire que finalement, le pilotage de recharge de ces véhicules sur ces infra collectives puisse s'insérer dans un réseau que je vais qualifier d'existant et donc sans renforcement. Et du coup, ça amène la question du comptage de l'électricité. Aujourd'hui, effectivement, la loi est très claire pour que tout type d'utilisateur final puisse choisir son fournisseur d'électricité. Il est obligé de passer par un fournisseur d'électricité et donc un contrat et donc un compteur qui est déployé, maintenu par Enedis. Les questions sont sur la table pour savoir si sur des infrastructures collectives, tel ou tel type de compteur, on a parlé tout à l'heure de compteurs MID, puissent participer à quelques nouveaux services du système du marché de l'électricité. On va dire que les questions sont devant nous. On a parlé de freins et d'innovation. Là, il faudra être un peu innovant pour regarder quels seront les nouveaux comptages de l'électricité disponibles dans les véhicules, disponibles dans les bornes, dont finalement la collectivité aurait un intérêt pour le développement de ces solutions collectives en résidentiel collectif. Du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, je vais sauter une question par rapport au cadrage que je vous avais envoyé en amont, puisque tu as parlé du fait de pouvoir raccorder une borne
pour permettre de raccorder un véhicule électrique sans que ça demande de renforcer le réseau. Donc, finalement, on va chercher du pilotage, si tu penses ce que tu dis, pour rendre un service au réseau. Donc, on va au-delà de l'équilibre offre-demande qui, lui, alors, c'est le problème de RTE, c'est absolument pas le problème d'Enedis. Enedis a d'autres problèmes à régler, notamment le fait de limiter ses investissements pour accorder sur le réseau. Donc, est-ce que tu vois, quel rôle est-ce que tu vois? Donc, du coup, je te laisse la parole, on l'a passé à Didier, je pense qu'il aura aussi une opinion là-dessus, sur les possibilités que peuvent avoir les personnes qui demandent à être raccordées pour une bande de véhicules électriques et qui sont utilisateurs de véhicules électriques, les possibilités qu'ils ont de rendre ce service au réseau et dans quelle mesure ils ont intérêt à rendre ce service au réseau, c'est-à-dire finalement quelle est la récompense derrière, qu'elle soit monétaire ou en nature. Alors, c'est très simple et ma réponse va être courte et claire, et après, on pourrait développer. Mais en tout cas, dans un premier temps, l'intérêt du pilotage de la recherche du véhicule électrique, en numéro un, comment l'utilisateur du véhicule électrique va être intéressé finalement pour rendre ce service au réseau, tout simplement par sa facture. Parce qu'en pilotant son véhicule électrique, aujourd'hui, en France, le meilleur moyen pour avoir une dépense qui est la moins chère possible, c'est de piloter son véhicule électrique au moment où l'électricité coûte la moins chère. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce qui ne sera peut-être pas vrai demain, mais aujourd'hui, les moments où l'électricité est la moins chère, c'est la nuit, c'est le soir. Et il se trouve que, ça va se voir sur la facture d'un utilisateur. Si un utilisateur a, par exemple, une Zoé qui roule 12 000 km et que l'intégralité de sa recharge se fait la nuit, c'est une non-dépense ou un gain, on va dire, de 90 € par an. Donc, c'est sur sa facture directe. Et il se trouve que ce sujet, il est plutôt sympathique parce que ça va se voir sur la facture du client et que nous, finalement, au niveau du réseau, ça va nous intéresser aussi que toutes ces recharges de véhicules électriques, finalement, interviennent la nuit. Là où on a à réfléchir pour le réseau, c'est qu'est-ce qui va se passer demain quand on aura fait x4 avec cette production d'énergie renouvelable qui va être prépondérante en pleine journée et où finalement on aura peu de consommation. Et c'est donc en ça que les services innovants de flexibilité que pourra rendre le pilotage, que pourra rendre un utilisateur au réseau électrique devra être imaginé. Dit autrement, est-ce qu'il y aura des incitations supplémentaires? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont des sujets qui sont là aussi sur la table. Mais le numéro un, c'est vraiment le pilotage. Il a un effet direct sur la facture du client. C'est ça, je me tourne vers Didier. Alors, on soit honnête, le plein d'un véhicule électrique, c'est pas tout à fait le même prix que pour un véhicule thermique. Mais on va plutôt être de l'ordre de plusieurs dizaines d'euros lorsqu'on fait le plein à la pompe à essence, quand on est à quelques euros pour un véhicule électrique. Mais est-ce que vous anticipez tout de même chez Renault un intérêt à essayer de trouver une optimisation financière, comme le proposait aussi Régis, au niveau de la recharge? Et est-ce que ça peut passer, par exemple, par la contribution d'un véhicule électrique au réseau? Est-ce que c'est quelque chose auquel Renault réfléchit et se voit prendre une place et pourrait utiliser cet argument financier auprès de ses clients? Alors en fait, on fait un peu plus qu'y réfléchir. Voilà. On le fait effectivement à la fois pour des raisons appelées économiques, oui, à la fois pour nos business models et ceux de nos clients, enfin, du coût d'achat. Aussi, pour d'autres leviers qu'on oublie, qui est aussi un levier de l'empreinte carbone. Si nos véhicules électriques contribuent à rendre des services énergétiques, en fait, ils vont éviter qu'on installe des solutions de stockage stationnaires neuves, d'une certaine manière, et les CO2 qu'on ne mettra pas dans les batteries neuves et qu'on utilisera dans les batteries de véhicules électriques, ce sera aussi du CO2 évité au global. Je vais revenir justement volontairement, alors je vais un peu m'éloigner de la charge, je vais revenir un peu sur ces aspects d'activité de stockage stationnaire, parce qu'on commence déjà, entre guillemets, à opérer des services énergétiques avec ces solutions-là et avec nos solutions d'IVI. Et en fait, on apprend à mettre en œuvre des services énergétiques à partir de ces applications-là. Et si on sait mettre en œuvre et trouver du business avec des opérations de services énergétiques, avec des installations dédiées qui ne font que ça, on est d'autant plus confiant de pouvoir le déployer sur des objets à 4 roues qui ont 2 services à rendre, un service de mobilité et un service énergétique. Voilà.
Donc, pour info, hein, on a des installations, on a installé sur deux sites en France, le site de Flins et le site de Douai, du stockage stationnaire qui exploite des batteries de Zoé, entre autres. Et on a 15 MWh, par exemple, à Flins, qui sont raccordés au réseau et qui servent à faire du service énergétique. Ils sont rémunérés pour ça. Voilà. Alors, le faire avec des voitures, aucun souci. Par contre, encore une fois, on va avoir un petit problème qui s'appelle le client. Il va falloir lui expliquer. Alors, c'est assez simple. Le but, in fine, c'est qu'en fait, le client fasse du service énergétique sans s'en rendre compte. Voilà, qu'à la fin, il ait toujours sa voiture chargée et qu'il n'ait pas, enfin, je dirais qu'il ait confiance dans le phénomène et qu'il soit rassuré sur le fait qu'à aucun moment le service énergétique viendra perturber son besoin de mobilité ou son service de mobilité. Une voiture reste un objet de service de mobilité avec une opportunité de faire du service énergétique. Concrètement, ça veut dire qu'il va falloir qu'on accompagne nos clients vers des services de recharge de plus en plus évolués. C'est vraiment eux qu'il va falloir qu'on fasse évoluer de manière progressive. Un client qui achète une voiture électrique, la première chose qu'il veut, c'est une solution de recharge qui marche. Et ne lui parlez pas de pilotage ou de choses compliquées, il veut être rassuré sur le fait de se charger. La deuxième chose qu'il est prêt à accepter, c'est pour ça que ça marche, c'est d'avoir un système piloté, mais avec un comportement que je vais appeler prévisible. Voilà, heure creuse, heure pleine, un client sait comprendre, ou un programmateur, un planning de charge. Je la connais, vous savez, il va être... Voilà, c'est quelque chose qu'un client peut prévoir et il est prêt à accepter puisqu'il sait que si sa charge ne commence pas tout de suite, qu'elle commence à 10 heures, c'est parce qu'il a programmé 10 heures. L'étape d'après, mine de rien, ça va être de faire de la charge pilotée avec des comportements que je n'appellerais pas prévisibles. Si on essaye de se synchroniser avec de la production photovoltaïque, il va falloir d'une manière accepter que le pourcentage de la batterie en fin de recharge puisse être variable. Alors, on va vous garantir un mini, mais peut-être que lundi, vous auriez 60%, mardi 65%, mercredi 47%. Il va falloir déjà accepter que le comportement de la charge ne soit pas totalement prévisible. Et alors, quand on va jusqu'aux étapes d'après que l'on étudie et que l'on va mettre en œuvre, qui sont les véhicules to grid, il va falloir accepter une chose encore plus compliquée psychologiquement. Je me suis branché à 70% ce matin et je récupère une voiture chargée à 50%. D'accord ? Alors, peut-être parce que je l'ai pris 2 heures avant l'heure qui était prévue pour récupérer ma voiture, mais il va bien falloir que les clients acceptent aussi ce type d'événement. Et c'est vraiment tout ça qu'il va falloir que l'on fasse comprendre à nos clients, progressivement qu'on les fasse évoluer, qu'ils acceptent des comportements de recharge de plus en plus, peut-être surprenants au début, mais à partir du moment où ils les acceptent, qu'ils comprennent les enjeux et qu'à tout moment on leur garantit un minimum, eh ben, c'est de faire accepter ces points-là. Le problème ne sera pas pour moi technique, on sait faire des voitures réversibles, on sait faire des voitures pilotées, il va être dans une grande partie acceptabilité par les clients. Je tourne maintenant vers Cécile. Entre le constructeur et le distributeur, on a évidemment beaucoup de monde qui travaille sur ce sujet-là. Est-ce que du côté de l'Aver, c'est quelque chose auquel que vous avez également étudié? Alors, on a beaucoup travaillé dessus et cela a donné lieu à la publication d'un livre blanc sur le smart charging à mi-2020. Et on avait également travaillé sur le sujet avec RTE dans le cadre de l'étude qu'on avait co-dirigée avec RTE sur l'intégration du véhicule électrique au réseau. Alors, peut-être juste un petit point, parce que c'est un élément qui, j'ai l'impression, est passé un peu inaperçu dans l'étude avec RTE, mais qui est extrêmement, à mon sens, intéressant quand on replace la mobilité électrique dans la perspective de la transition énergétique au sens large. En fait, ce qu'on avait regardé avec RTE, c'était effectivement qu'est-ce qui se passe avec le pilotage de la recharge et quelles implications cela peut avoir sur la courbe de consommation nationale. Et en fait, on avait pris du coup des scénarios avec ce qu'on appelle recharge 100% naturelle, qui est donc on branche à 18h et c'est parti. De la recharge 100% pilotée avec un niveau d'intelligence plus ou moins important et de la recharge 100% pilotée avec de la réinjection sur le réseau. Et en fait, ce dont on s'était rendu compte, c'était que tout cela permettait, le pilotage de la recharge permettait déjà de très fortement réduire les variations journalières et hebdomadaires aussi, qui doivent être gérées par le parc de production. Et que également, cela permettait d'avoir une vraie optimisation
dans le sens où on avait beaucoup moins besoin d'aller solliciter des centrales de production fossiles, en fait, donc principalement gaz, qui permettaient du coup effectivement de réduire toutes les capacités qu'on a en backup pour assurer la sécurité d'approvisionnement. Et de l'autre côté, cela permettait aussi d'éviter les traitements qu'on peut avoir sur des productions renouvelables. Donc, c'était un peu la solution magique quand on est arrivé à ces résultats-là. Après, on a quand même énormément de barrières à lever, au-delà du simple décalage de la recharge, qui est déjà quelque chose de très important, puisque ça revient en fait à ce qu'on fait avec nos ballons d'eau chaude, hein, mais ce qu'on peut voir, c'est que finalement, si je me souviens bien, Régis, tu me corriges, mais les études auprès des utilisateurs que vous aviez faites, c'est 30 à 40% des B2C qui, à ce stade, décalent leur recharge, ce qui fait qu'il y a encore une très, très grosse marge de manœuvre pour le faire. Et après, effectivement, le next step, ça va être tout ce qui est effacement et réinjection. Mais pour ce faire, on a quand même énormément de travail, ne serait-ce qu'au niveau réglementaire, pour pouvoir tout simplement déjà permettre aux véhicules d'accéder à des mécanismes de service système et d'ajustement. On a aussi beaucoup de travail sur tout ce qui est, c'est plus de la réflexion, mais comment on fait en fait derrière pour bien permettre à l'utilisateur de bénéficier de cette réduction en fait, du prix de la recharge et qui est également liée à combien de fois je paye le turc si derrière je rebalance sur le réseau, etc. Il y a tout un tas de réflexions à mener qui sont très largement liées aussi plus globalement au déploiement des énergies renouvelables, que ce soit photovoltaïque ou éolien. Je ne vous cache pas que le groupe de travail sur le smart charging a vu se tenir des discussions parfois compliquées entre deux univers qui se rencontrent avec des visions diamétralement opposées. Mais cela montre aussi que si on veut vraiment aller chercher en fait ces gisements au service de la transition énergétique et in fine au service de l'usager, parce que quelque part ça doit permettre aussi de réduire la facture carburante pour l'usager, on a encore un peu de travail. C'est-à-dire que techniquement aujourd'hui on sait qu'on est capable de le faire. Après il faut réussir à mettre tout cela en musique, et cela passe également par un travail sur la réglementation. On a aussi des agrégateurs aujourd'hui qui existent et qui commencent déjà à travailler sur ces sujets-là, avec pas mal de constructeurs. Donc, on va voir comment les choses vont se développer à l'avenir, mais c'est quand même particulièrement enthousiasmant de se dire qu'on a aujourd'hui des capacités de stockage qui sont quand même assez énormes avec le développement du véhicule électrique. Reste l'acceptabilité, effectivement, qui doit passer du coup par la facture. Merci Cécile. Alors, je vais me permettre de déborder un petit peu sur le planning, le timing dont on avait parlé. Je profitais notamment du fait que vous avez déjà répondu à quelques questions qui ont été posées par le public sur l'application qui a été partagée. Après tout, il serait un peu dommage de passer à côté d'une autre question que vous aviez soulevée tout à l'heure, à savoir la recharge en itinérance, lorsque on se retrouve cette fois en voirie, loin de chez soi, et on sait que le trajet quotidien va dépasser les capacités de la batterie. Potentiellement un trajet d'ailleurs sur du temps long. C'est qu'à titre personnel, j'ai déjà eu à faire un Paris-Mulhouse en véhicule électrique. Et en plus, pas de chance, c'était une semaine après l'accident sur tout le réseau corridor. Et je m'excuse de la personne d'Ilivia que je sais connecter dans le public, ce qui rend compliqué cette situation d'itinérance. On se retrouve dans une situation où on doit planifier à l'avance le trajet, repérer où sont les bornes et également prévoir les mécanismes de paiement, étant donné qu'on on ne paye pas aussi simplement qu'une station essence, toujours cette comparaison avec sa carte bleue.
Donc, j'ai continué à te laisser la parole, Cécile. C'est toi la première qui avait d'ailleurs parlé d'itinérance, me semble-t-il. Comment est-ce que tu vois un trajet en itinérance, les difficultés qu'il peut y avoir dessus et quels enjeux il peut y avoir pour justement lever cette peur qu'il peut y avoir à être loin de chez soi en véhicule électrique? Alors, pour la big picture, on va dire ce que Régis a déjà mentionné tout à l'heure, mais c'est aussi une grande victoire pour nous, hein. Ce sont les obligations de déploiement sur le réseau concédé. Malheureusement, il n'y a pas le non concédé, mais déjà le concédé, où toutes les aires de service doivent être équipées à début 2023 de bornes de recharge. Donc, c'est déjà un énorme pas. C'est vraiment très conséquent parce que cela va permettre vraiment d'aborder les choses de façon beaucoup plus sereine sur la route. On a également aussi des textes européens dans le cadre du Fit for 55. Il va falloir voir comment cela évolue, mais qui prévoit également des déploiements de stations tous les 60 km. Je pense que ça risque, l'interdistance risque de s'élargir un petit peu, mais à noter que dans ce cadre-là, du coup, la France sera de toute façon en avance de phase, puisque le minimum des stations qui bénéficient de financement aujourd'hui, que ce soit dans le cadre du plan de relance ou à devenir, c'est au minimum des stations avec 4 points de recharge et la moitié à minimum 150 kW. Donc ça veut dire que ce que tu as pu vivre avec le réseau Corridor, avec une borne 50 kW perdue au fin fond du parking, puisque il y a une époque où malheureusement les opérateurs n'avaient pas nécessairement beaucoup le choix sur l'endroit où ils pouvaient installer leurs bornes, est en train de disparaître. On voit quand même aujourd'hui de vraies stations de recharge émerger avec ces panels de puissance-là, donc 50, 150, 230, 350 kW, qui permettent d'une part d'avoir déjà le choix de la puissance en fonction de son véhicule, le choix aussi du tarif qu'on va prendre, et qui permettent aussi de limiter les cas de mauvaise surprise, puisque on peut avoir une borne HS, avoir toute la station HS, c'est déjà un peu plus rare. Donc, c'est vraiment un élément qui va permettre d'avoir une vraie amélioration de la qualité de service au sens large. Après, ce qu'on voit, mais du coup, je pense que je laisserai Régis en détailler les choses, mais le fait d'avoir découplé la question de la mise en concurrence du service de recharge et de la partie raccordement, c'était vraiment essentiel pour nous. Comme je vous l'expliquais, ça permet de gagner énormément de temps. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, au niveau des aires de service, entre celles qui sont déjà raccordées ou en cours et les études déjà faites, on a très très largement dépassé les 70% d'aires de service qui ont enclenché la démarche de mise en place d'infrastructures de recharge sur leur foncier. En revanche, la question qui va se poser, et c'est, je pense, une question que j'aimerais bien qu'on puisse traiter l'année prochaine au sein de l'AVER, c'est comment on se projette en fait dans le temps. Puisqu'on voit aujourd'hui que les stations qu'on finance, ça va de 4 à 12 points de recharge. Mais qu'est-ce qui va se passer à horizon 2030-2035, aussi bien en termes de dimensionnement des stations, mais en termes de disponibilité du foncier et en termes de déploiement de services associés pour pouvoir étaler en fait les demandes de recharge quand on va avoir de grands chassés croisés. Ça va être quelque chose c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper. Après, effectivement, sur ton expérience, moi, j'ai vécu il y a 2 ans l'arrivée à une station avec 5 km d'autonomie au compteur restant. Ce n'était pas avec une Zoé, c'était une autre voiture dans ma famille qui a un peu plus d'autonomie, même si la nouvelle Zoé est très bien. C'est extrêmement crispant et angoissant. Ça fait quand même depuis 1 an et demi globalement que moi, je n'ai pas
re-rencontrer ce type de situation-là. Mais il ne faut pas se leurrer, on est encore dans une situation où il faut absolument prévoir son déplacement et bien vérifier où sont les stations, même s'il y en a de plus en plus qui sortent de terre. Mais ces situations qu'on a tous vécues, avoir l'autonomie, le niveau de kilomètres restant baisser, et puis faire une station HS, la deuxième HS et la troisième HS, c'est en train de petit à petit se régler. Je confirme que c'est exactement ce qui s'était passé. 5 km d'autonomie après avoir rencontré alors non pas trois, mais seulement 2 stations qui étaient HS. Alors cette fois, je vais proposer à Didier de rebondir là-dessus, justement sur cet accompagnement-là, parce que je ne cacherai pas que sur cette expérience, en tout cas que moi je racontais, alors il n'y avait pas de Renault impliqué dans cette histoire, mais 2 véhicules, 2 autres modèles qui étaient utilisés. Et finalement, on se rend bien compte que dans tous les cas, il y a un vrai besoin une vraie angoisse d'ailleurs à planifier son trajet pour être sûr qu'on va passer par le bon itinéraire, on ne va pas passer à côté de la borne dont on a besoin et savoir où faire des stops, sachant que ces stops-là, ils vont durer au moins une demi-heure pour recharger suffisamment la batterie. Donc, en quoi est-ce que Renault intervient là-dessus pour accompagner ses clients? En fait, on intervient dès le départ, effectivement, sans rentrer d'abord par le volet navigation, c'est clair, mais bien avant. Parce que pour qu'il y ait un volet navigation, il faut qu'entre guillemets, on ait un catalogue des bornes disponibles. D'accord, on sache où elles sont positionnées avec aussi leurs caractéristiques techniques. Donc, on s'est impliqué assez tôt dans une entité qui s'appelle JREV, qui justement a travaillé à référencer, enfin, je dirais, les bornes ne sont pas les seules à le faire, mais aussi se connecter à elles. Parce qu'il ne suffit pas, effectivement, une fois que vous avez une borne, c'est intéressant de savoir si elle est dans l'état de fonctionnement, si elle est opérationnelle, si elle est activée, si elle est compatible. Donc, il y a vraiment toute une activité qui a été faite pour constituer et rendre accessibles ces bases de données, à la fois, je dirais, statiques, où sont les bornes et quel type, et aussi dynamiques, est-ce qu'elles ont été utilisées récemment et est-ce qu'elles sont opérationnelles. Et c'est ça qu'on a intégré effectivement très tôt dans nos outils de planification. On avait déjà des outils de planification de trajet, et sur le véhicule électrique, il a fallu les faire évoluer pour prévoir, anticiper les points de recharge et les arrêts, je dirais, sur ce volet-là. Ça a été un des premiers développements. On a intégré ce qu'on appelle le Smart Route Planner, qui est d'ailleurs né au Smart TV Lab, d'avoir un système où on dit où on veut aller, et puis le système vous calcule où est-ce que vous vous arrêtez, sans vous laisser à 0% ou 5 km, hein, il vous laisse une marge au cas où. Et ces systèmes vont évoluer avec l'évolution de la connectivité pour être capable de détecter des bornes en panne, pour être capable éventuellement d'identifier les bornes disponibles ou les bornes qui seraient déjà occupées par une opération de recharge. Voilà. On va aussi beaucoup travailler sur les aspects de paiement. Ceux qui ont débuté ont dû connaître le principe où il fallait 123 cartes pour se recharger à peu près partout en France, et encore, il en manquait toujours une et toujours la dernière. Donc il y a eu beaucoup de travaux là aussi pour faire en sorte qu'on puisse arriver, je vais appeler à la carte unique. Et maintenant, on va plutôt avoir des travaux pour ne plus avoir à se servir de la carte, c'est-à-dire soit pouvoir directement activer la charge par son téléphone, par exemple, ou soit directement par la voiture, ça s'appelle du plug and charge. Et donc là aussi, la disponibilité de moyens de paiement sera plus problématique. J'ai un peu toujours à dire, hein, on a réussi à trouver plein de solutions pour payer son parking, qui est un business rentable. Donc je suis à peu près convaincu qu'on trouvera des solutions pour payer sa recharge, notamment le jour où il y aura beaucoup de véhicules électriques pour les utiliser. Voilà. Écoute, Régis, tu vas avoir la responsabilité du mot de la fin avant de passer aux questions du public. Et Cécile t'avait confié une deuxième responsabilité qui était de revenir sur le découplage recharge et raccordement. Pas de chance que tu avais déjà beaucoup parlé de l'itinérance. Mais je te laisse revenir dessus si jamais tu souhaites rebondir notamment sur cette remarque de Cécile sur le rôle d'Enedis pour accompagner l'utilisateur. Alors, sur raccordement, on en a beaucoup parlé, mais peut-être aussi sur toujours ces aspects comptage, qui est cette autre composante qu'on a parfois tendance à oublier pour le distributeur. Non, je vais plutôt rassurer l'auditoire et rebondir sur ce qu'expliquent Cécile et Didier pour vous dire que la loi, c'est une chose. Début 2023, on dit toutes les autoroutes concédées devront être équipées. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons aujourd'hui dans le pipe 200 demandes pour les aires de service. Donc, on connaît le taux d'équipement
aujourd'hui actuel. Il est entre 25% et 50%, ça dépend de quel côté de la police on se place. Mais en tout cas, on a 200 demandes en cours. Donc, pour vous dire que 2023, c'est demain, que les demandes sont d'ores et déjà intégrées dans notre planification de travaux. Donc, nul doute que nous serons au rendez-vous. Je dis ça, enfin, c'est pas tout à fait innocent, hein, puisque on avait parlé et on avait commencé d'ailleurs cette conférence par les 100 000 points de charge à fin 2021. On a vu qu'est-ce que ça a donné. Vraiment, pour 2023 sur la mobilité longue distance, on devrait être collectivement au rendez-vous. Et puis, pour donner un petit peu de perspective, en rebond à ce que dit Cécile, on a mené des études assez poussées sur les flux de déplacement avec les sociétés autoroutières, qui nous permet de prévoir ce qui va se passer, comme Cécile le disait, 2030-2035. Bon, surtout de confronter ce que nous, on avait calculé en data science avec des flux réels. Et on s'aperçoit que différentes solutions smart pourront imaginer, et ça fait écho à ce que disait Didier tout à l'heure, soit finalement il faut des grosses infrastructures de réseau et on fait des gros travaux, soit potentiellement et sur certains types de stations, une batterie de recharge complétée au réseau pourra parfaitement convenir aux environs de 2030-2035 sur des pointes qui nécessiteraient en fait des renforcements colossaux du réseau. Ces batteries pouvant aussi servir à d'autres systèmes dont on a parlé tout à l'heure pour les marchés de l'énergie, notamment les services systèmes. Donc, les solutions innovantes pour dans 10 ans, on les aura. Et par contre, pour le court terme, je dirais, soyez rassurés, les acteurs sont en marche, même si on est encore work in progress. Écoutez, merci à tous les trois. À vous entendre finalement, alors on a entendu parler Régis parler de travaux sur tout ce qui est data science pour mieux connaître le réseau et les raccordements, mais finalement, moi, ce que je retiens, c'est qu'on entend beaucoup de remarques de votre part plutôt sur des aspects réglementaires ou d'organisation. Plutôt, finalement, si je me permets cette conclusion, on voit qu'on a surtout beaucoup à discuter sur comment est-ce qu'on s'organise pour pouvoir lever tous les freins que vous avez mentionnés, que ce soit sur la recharge, sur alors, le plaisir de conduire, finalement, ça c'est quelque chose qui a été évoqué par Didier, mais qui semble avoir été acquis depuis un moment. Donc finalement, peu de technologie nécessaire, plutôt de la bonne volonté, des personnes qui se mettent d'accord sur des modèles de société. Donc, on va pouvoir passer aux questions du public. Alors, si les personnes qui ont posé les questions sont encore connectées, je vous laisserai la parole si vous souhaitez vous manifester. On a une première question qui a reçu la place numéro 1 des suffrages sur les colonnes horizontales. Comme mentionné Régis, est-ce que la personne qui a écrit cette question souhaite se manifester? Alors, je vois que quelqu'un vient d'ouvrir son micro. Si c'est bien vous, allez-y, vous pouvez poser votre question. Non, eh bien, je vais la poser à sa place. Cette personne se demande si le plan lié aux colonnes horizontales est justement de mettre un Linky par place de parking, ce qui impliquerait de rajouter 14 millions de Linky en plus. La question porte sur la colonne horizontale et Tout à fait. et le plan de déploiement des Tout compteurs. à fait. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu mentionnais que Enedis avait cette possibilité d'utiliser les colonnes horizontales, donc un bus le long du parking, Oui. pour raccorder les bornes. Et donc, cette personne se demande si ça impliquerait de rajouter pour chaque place de parking résidentiel collectif, Oui. on ferait 14 millions de plus. En fait, la solution de la colonne horizontale et donc du réseau public de distribution qui irriguerait l'intégralité des garages est une solution parmi d'autres. Donc, si on prend le chiffre des 14 millions, nous, on a des scénarios où une partie du marché choisira ce type d'infrastructure et une autre partie du marché choisira une infrastructure. Alors, on espère qu'elle sera collective, comme le disait Cécile tout à l'heure, mais elle peut être aussi collective privée. Et dans les autres types d'infrastructures, il n'y aura pas besoin de déployer des compteurs Linky. Donc, on ne sera pas à 14 millions, si tant est qu'il faut équiper 14 millions de places. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que la possibilité qui sera offerte
par rapport au compteur Linky sera un service complémentaire par rapport à la fourniture qui ne sera pas offerte sur une solution privée. La solution privée offrira par contre d'autres éléments de paiement tout compris, etc., etc. Donc en fait, les solutions seront complémentaires. La solution qui nécessitera de déployer une colonne horizontale, aujourd'hui, effectivement, puisque c'est du réseau, nous, on doit savoir ce qui se passe en entrée-sortie du réseau. Il en va de la sécurité des biens et des personnes. Donc, il y aura un compteur Linky derrière ces choix de colonnes horizontales qui seront du réseau public. Et encore une fois, elles ne seront pas toutes du réseau public. Si je peux me permettre un élément complémentaire, je pense qu'il y a aussi une autre voie auquel on réfléchit, qui est qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir une borne prise par emplacement de parking. Il y a aussi beaucoup de possibilités tout simplement à partager une borne. Enfin, aujourd'hui, les véhicules électriques, globalement, se rechargent une fois par semaine. Donc, une fois par semaine, si vous partagez une borne avec votre voisin, je pense que c'est tout à fait vivable. Voilà. Et on divise par 2 le nombre de liquides. Voilà. Ou, enfin, on trouve une solution et on divise par 2 le nombre de points de raccordement. Pour profiter, je dirais, dans le collectif, qui est aussi un jeu collectif. Et qui voilà. Il y a une deuxième question, alors qui, je pense, va vous concerner tous les trois, plutôt, surtout Régis et Cécile. Quelqu'un qui s'interroge sur la recharge lente et l'éclairage public. Est-ce que cette personne est encore connectée? Plus, pourtant, on n'a pas perdu tant de monde que ça pendant la conférence. Alors, cette personne se demande pourquoi est-ce que la recharge lente dans la rue est bloquée en France, alors que dans d'autres pays, les lampadaires sont équipés de prises 3,5 kW. Alors, je peux peut-être commencer à répondre effectivement là-dessus. En fait, il y a eu des expérimentations, notamment à La Rochelle, mais c'était pas, tout ça est relié en fait à la question des raccordements en direct. Et en fait, tout cela a été autorisé depuis la loi d'orientation des mobilités. Donc, c'est pas si vieux que ça. Mais c'est également un des points qu'on a beaucoup poussé dans la loi d'orientation des mobilités, c'était de pouvoir faciliter en fait les déploiements d'infrastructures de recharge via les raccordements indirects. Et cela est possible depuis la publication de la LOM. Tout simplement parce qu'à la fois, cela offre à la fois la question des solutions de recharge sur Candélabre, et donc de sortir en fait cette solution du seul stade d'expérimentation, et également de travailler aussi à d'autres services, typiquement de pouvoir avoir plusieurs aires plusieurs services de recharge rattachés à la même infrastructure, par exemple sur autoroute, ou d'avoir des dispositifs de raccordement indirect d'une station rattachée à des déploiements éoliens ou photovoltaïques par ailleurs. Mais c'est assez récent, quand même, puisque la LOM a été publiée toute fin 2019. Voilà. Je complète. En fait, l'expérimentation, j'étais à l'époque le directeur d'Enedis en Vendée et elle s'est faite à La Roche-sur-Yon. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun problème. Non, mais c'est pour compléter. Donc, du coup, le guide existe aujourd'hui. Il a été publié sur les sites des ministères. Maintenant, l'expérimentation a montré que tous les réseaux d'éclairage public ne pouvaient pas recevoir en fait cette infrastructure pour différentes raisons. Sur les 160 000 candélabres sur lesquels on avait fait l'exercice en Vendée, on avait moins de 5% du réseau d'éclairage public qui pouvait recevoir ces charges par rapport à la vétusté du réseau. C'était un premier élément. Le deuxième élément, c'est que le candélabre, il faut aussi qu'il soit au bon endroit. C'est-à-dire que s'il est d'un côté du trottoir ou de l'autre côté, ça peut ou ne pas être au bon endroit parce qu'on aurait un câble qui transiterait. Et donc, du coup, ça, c'est les deux éléments qui sont prépondérants. Ensuite, c'est aux opérateurs privés, ils sont plusieurs à proposer, à finalement faire en sorte que le marché se déploie, et le marché se déploiera si l'offre commerciale qui est proposée aux collectivités
est une offre commerciale qui financièrement complète en fait ce qui sera déployé dans le cadre des schémas directeurs sur la recharge semi-lente. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Plusieurs centaines de milliers, il y a 10 millions de candélabres en France, centaines de milliers peuvent présenter cette capacité à recevoir une recharge lente. Comme l'a dit Cécile, c'est quelque chose qui n'a pas 10 ans, hein, puisque ça a été approuvé il y a un peu plus d'1 an et demi. Le marché pourra se déployer dans les années à venir. Et juste pour compléter, ce n'est peut-être pas les véhicules électriques qui seraient les plus intéressés par ce type d'accès à la recharge. Je pense qu'on aura probablement plutôt les PHEV qui n'ont pas besoin du tout des mêmes puissances. Enfin, voilà, les véhicules électriques vont plutôt avoir besoin de puissance et je pense que les installations candélabres vont poser problème. Par contre, on peut imaginer les PHEV, on peut imaginer les petits véhicules type Twizy, voire les scooters. Et là, je pense que c'est une vraie, les trottinettes si on veut, mais là, je pense que c'est un vrai plus de pouvoir disposer d'un accès à, enfin, je dirais, une prise classique à ces endroits. Et c'est peut-être moins gênant. Enfin, voilà, une trottinette garée à côté d'un candélabre, c'est peut-être pas si catastrophique. En question suivante du public, on a quelqu'un qui s'inquiète de la puissance à amener sur les stations de recharge sur autoroute, qui nécessiterait des aires avec une dizaine de superchargeurs, et ce pour toutes les aires, et qui se demande si le réseau est suffisamment bien dimensionné pour. Moi, je peux parler pour le réseau, en tout cas. Je ne parlerai pas du foncier. Oui, je confirme que le réseau est suffisamment dimensionné pour. L'intégralité des études qu'on a menées pour des puissances qui nous sont demandées entre 2 et 4 mégawatts, ça correspond au chiffre de ces quelques dizaines de chargeurs. Sur l'intégralité des stations de service, à un horizon 2028, on n'a pas une seule zone sur laquelle on aura de création de postes de transformation électrique, des gros postes de transformation qui sont à l'interface entre le réseau de transport et le réseau de distribution. Donc, on a évidemment des travaux de génie civil, de câbles, éventuellement, on a quelques renforcements de transformateurs sur des sites qui sont déjà existants. Mais il n'y a pas de travaux colossaux de plusieurs millions d'euros qui nécessitent des années de construction. Donc je parle que pour le réseau, je ne parle pas du foncier. Et bien dans la suite, alors sauf si Cécile ou Didier souhaitent réagir. Bon, là aussi une question sur laquelle vous avez déjà un petit peu parlé, mais quelqu'un souhaite que vous reveniez sur votre vision et les perspectives sur tout ce qui est vehicle to home et vehicle to grid. Alors, le V2G, on en a un petit peu parlé, le V2H un petit peu moins. Et notamment, quelqu'un qui remet une couche avec une question directement pour Didier, qui se demande où on en est sur la bidirectionnalité des chargeurs et comment est-ce que cette bidirectionnalité peut apporter des opportunités pour le réseau de pilotage. Alors, je sais, Régis, que toi, tu en as déjà beaucoup parlé, donc peut-être que cette partie-là, tu pourras... Alors, je peux répondre très facilement sur le véhicule to grid, puisque c'est officiel. Renault a annoncé officiellement qu'il introduirait du véhicule to grid en 2024. Voilà, ça fait partie des plans et c'est public. Voilà. En ce qui concerne le véhicule to home et le véhicule to grid, bon, il y a un petit débat de qui commencera, on va dire ça comme ça. Le véhicule to grid n'a pas d'intérêt pour le client à part un intérêt économique. Voilà. Enfin, ce n'est pas un service pour lui. Le véhicule to grid, c'est un service qui peut lui rapporter de l'argent. Et c'est un service qui sera compliqué à comprendre. Enfin, je n'irai pas expliquer la régulation de fréquence à monsieur tout le monde. Enfin, je pense que ce n'est pas la peine. Par contre, le véhicule to home, lui, est un service qui rend directement service à l'utilisateur. Je vais juste raisonner un petit peu. Hein. Les réseaux, l'échelle pour intervenir sur l'échelle réseau, c'est le mégawattheure. Donc un véhicule tout seul, ça ne marche pas. Il faut agréger, et là, on rentre sur des services complexes. Un véhicule tout seul dans une maison, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est les mêmes ordres de puissance, et la capacité des batteries, c'est plusieurs jours de consommation de la maison. Donc il y a beaucoup de synergie à l'échelle je dirais, du véhicule to home. Et la question clé est de savoir qui est le gestionnaire d'énergie. Voilà. Donc, une des questions clés sera de savoir comment on pilote ces systèmes. On sait faire des systèmes réversibles, puisqu'on s'engage à les faire pour le V2G. C'est exactement les mêmes pour du véhicule to home.
Mais par contre, c'est qui prend la fonction de gestionnaire d'énergie dans l'univers du bâtiment qui a consolidé autour de tout ça. Est-ce que Régis ou Cécile, vous souhaitez revenir dessus? Après, il y a une petite question de temporalité aussi par rapport aux capacités des standards à, à faire tous ces services qu'on attend d'eux. Et notamment aujourd'hui sur le V2G, on sait que autant CHAdeMO, c'est bon, on y est, autant CCS Combo, on n'y est pas encore tout à fait. Ça va bientôt se déployer, bien sûr, mais il y a une petite question de temporalité des déploiements à laquelle il faut faire face quand même encore aujourd'hui. Ça nous oblige à développer solutions et bornes en même temps. Mais c'est à peu près ce qu'on avait fait sur le déploiement initial de véhicules électriques. Donc effectivement, pour compléter sur la partie réseau, on a parlé tout à l'heure de la valeur pour le client et le réseau du smart charging, du pilotage, le véhicule to home, Didier en a parlé, la synchronisation avec les énergies renouvelables, ça arrive aussi. Quant à la valeur pour le réseau, je ne me prononce pas pour ce dont tu as parlé, Didier, sur les services systèmes. C'est une valeur qui peut être captée par RTE. Aujourd'hui, pour le réseau de distribution, cette valeur est à démontrer. Je pense que je vous propose de prendre une toute dernière question qui s'adresse, je pense, essentiellement à Cécile, même si je ne doute pas que Didier aura également un avis, concernant la stabilité des conditions primes advenir, qui est aujourd'hui un des principaux moteurs qui rassure les parties prenantes pour stabiliser un écosystème concurrentiel. Donc, Cécile, quelle est ta vision sur l'avenir de ce qui va devenir de cette prime? Déjà, je suis très contente puisqu'il y a quelques semaines, le dispositif lui-même était sur la sellette. Donc, ça, ce ne sont pas des choses qui arrivent publiquement, mais il y a eu énormément de questions et de mobilisation en fait, de tous nos partenaires puisqu'on avait eu un avis négatif de Bercy sur la prolongation du dispositif à devenir alors qu'on on sait que l'enveloppe de 100 millions va être engagée d'ici mi-2022. Donc, on était en phase de renégociation sur cette enveloppe-là, sur le réabondement du dispositif à devenir. Donc déjà, on est à peu près rassuré sur la pérennité du dispositif en tant que tel. Après, sur les primes, on essaie d'avoir une véritable stabilité. Moi, j'ai beaucoup insisté sur donner de la visibilité, notamment sur la cible flotte et salariés, qui elle aussi a failli disparaître, mais finalement perdure, mais avec un plafond qui descend dans le temps. Après, à devenir un côté un petit peu particulier dans le sens où voilà, nous ne sommes pas les seuls pilotes à bord. Il y a un copil qui est organisé avec la DGEC, l'ADEME et les financeurs du programme et qui répond aussi à des arbitrages parfois politiques qu'il faut aussi prendre en compte. Donc, on essaie d'avoir le maximum de stabilité, en tout cas de donner le maximum de visibilité au dispositif et aux personnes qui en bénéficient. Mais parfois, on a des petites surprises. Donc, voilà, les dernières semaines ont été un petit peu agitées sur ce sujet-là. Voilà. Écoute, je te remercie, Cécile, pour cette dernière intervention. Écoutez, merci à tous les trois pour vos interventions. Je pense que les échanges ont été très riches. J'espère que ça vous a plu et que ça a plu en tout cas aux toutes les personnes qui ont assisté.